bonjour à tous. Merci au comité d'organisation pour son invitation. Et merci à Faten Hamassi, ma collègue de l'Institut national agronomique de Tunis. Je vais traiter de la question de la sécurité alimentaire en Afrique. Et l'Afrique fait l'objet de beaucoup d'attention des médias depuis quelques années, principalement en raison de son taux de croissance économique. Mais il faut rappeler ici que la croissance économique est une condition nécessaire mais non suffisante pour atteindre les objectifs du développement durable. Et en particulier, cette croissance doit être inclusive. Celui-là, là. Oui, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai deux remarques à propos de cette croissance inclusive. Elle doit concerner les hommes et la nature. Ici, vous avez quelques chiffres sur l'importance de l'agriculture dans le monde. C'est de loin la première activité économique sur la planète, on l'oublie trop souvent. Il y a plus de 500 millions d'exploitations, c'est-à-dire d'entreprises agricoles, 44% de la population active mondiale, qui fait vivre 33% de la population totale et qui génère 4% du PIB, à mon avis, c'est le bas de la fourchette. Et en Afrique, l'agriculture est de loin le premier employeur. Il y a 230 millions d'emplois dans l'agriculture et il y a 46% de femmes. Le rôle des femmes dans l'agriculture est quelque chose de tout à fait important. Alors le deuxième point, c'est, ça a été évoqué, le réchauffement climatique. Tout ce qui est en jaune jusqu'à rouge, ça signifie une diminution très sensible des rendements. Quand c'est rouge, ça veut dire entre moins 20% sur les rendements jusqu'à moins 50%. Donc c'est quelque chose qui met en péril la production agricole, c'est-à-dire la base de la production alimentaire dans le monde. Alors mon exposé sera structuré en 3 points. Premièrement, quels sont les marqueurs de l'insécurité alimentaire? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut envisager comme système alimentaire à l'horizon 2050? Et troisièmement, le modèle alternatif durable. Parce que je démontrerai que le modèle agro-industriel qui est hégémonique aujourd'hui sur la Terre, eh bien, n'est pas la solution. Alors, l'insécurité alimentaire, d'abord, on parle souvent de, comment dirais-je, de problème du caddie. Certains disent que le caddie, c'est l'arme de destruction massive. Vous voyez ici qu'il y a le problème de la sous-alimentation et le problème de la suralimentation représenté par le caddie. Et on voit ici que 3 milliards de personnes sont soit sous-alimentées, soit suralimentées dans la planète. Ça veut dire 40% de la population. Ce qui représenterait, d'après les chiffrages économiques, un coût de 4 à 5% du PIB mondial. Alors le deuxième point, ici, la deuxième illustration, c'est un focus sur l'Afrique avec ce qu'on appelle le triple fardeau de la malnutrition qui est mesuré par 3 indicateurs. Le premier, c'est l'insuffisance de croissance des enfants. Le deuxième, c'est la sous-nutrition, c'est-à-dire l'anémie des femmes enceintes. Et le troisième, c'est la surnutrition calorique. Et l'Afrique ici est en rouge, c'est-à-dire qu'elle cumule ces trois fardeaux. Une situation évidemment très très préoccupante parce que ça met en cause la santé publique. Alors le deuxième facteur de l'insécurité alimentaire, c'est l'environnement qui est dégradé, les pollutions multiples des sols et la baisse de fertilité des sols qui évidemment compromet la production agricole et alimentaire. Le deuxième facteur, c'est la réduction très forte de la biodiversité. Le WWF publie régulièrement des statistiques, ils ont un observatoire là-dessus, et vous voyez le chiffre ici, on peut parler d'un véritable effondrement de la biodiversité. Et enfin, le troisième facteur, par rapport à la biosphère, ce sont les gaz à effet de serre
c'est 25 à 30% du total des émissions pour l'ensemble du système alimentaire. Il n'y a pas que l'agriculture qui est en cause, il y a aussi l'industrie alimentaire et la commercialisation à travers des chaînes logistiques. Le transport est extrêmement coûteux en gaz à effet de serre. Alors là, c'est une déclaration d'un comité de la revue prestigieuse The Lancet, qui est une des meilleures revues scientifiques mondiales, qui insiste sur le problème de la double santé. La santé humaine d'abord, évidemment, mais aussi la santé de la planète, qui est compromise par notre mode de production et notre mode de consommation alimentaire actuel. Le troisième facteur d'insécurité alimentaire, c'est l'économie. Une forte instabilité des marchés, une distribution inégale de la valeur, où les agriculteurs ont la portion congrue. Ce sont eux, même aux États-Unis, c'est 15% seulement, hein, c'est très faible, de la valeur payée par le consommateur. Et enfin, vous avez la question lancinante de la précarité alimentaire. Dans un pays très riche comme la France, 20% de la population est en précarité alimentaire. En Afrique, ça doit avoisiner la moitié de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accès à la nourriture pour tous répartie de façon équitable. Alors, pour faire un peu de prospective, il faut évidemment comprendre ce que c'est que le système alimentaire. Là, vous avez la schématisation de la chaîne alimentaire, où l'agriculture est certes importante, mais vous avez ensuite les industries alimentaires et l'appareil commercial. Et pour faire fonctionner ce système alimentaire, il y a besoin d'un prélèvement sur les ressources naturelles, la terre et l'eau. Et il y a également le problème des pertes et déchets qui sont très importants. On estime que c'est 30% de ce qui est produit en aliments qui est perdu ou détruit. Ce qui d'ailleurs est un gisement d'économie et donc de réduction des besoins en production alimentaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Ah, voilà. Donc le système alimentaire, je simplifie beaucoup, on peut faire une typologie en 3 sous-groupes. Hein. Le premier, c'est le modèle agro-industriel. Le second, c'est le modèle traditionnel, avec un déclin du modèle traditionnel. Et entre les deux modèles de système alimentaire, vous avez ce que l'on appelle les formes intermédiaires. Par exemple, le développement de l'agriculture et de l'alimentation bio correspond à ce troisième segment qui contient d'ailleurs les solutions du futur. Alors notre guide, ça doit être évidemment l'alimentation durable, puisque au-delà des 17 objectifs de ODD des Nations Unies, il y a eu auparavant des travaux, et notamment dans le domaine alimentaire. Et là, vous avez la description, la définition de ce qu'on pourrait appeler une alimentation durable. Alors, ce qui est en jaune ici, ça concerne la consommation alimentaire, c'est-à-dire l'accessibilité, etc. Mais on a ajouté dans cette définition l'alimentation durable les conditions de production de l'aliment. Il faut que ces conditions de production satisfassent les critères de la durabilité, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc lorsqu'on raisonne en termes de sécurité alimentaire, il faut avoir présent à l'esprit non seulement la consommation, mais aussi la façon de produire nos aliments. Alors quand on fait de la prospective, on regarde évidemment la démographie. Et vous voyez ici, les prévisions des Nations Unies viennent de sortir là, il y a quelques jours. On a augmenté le chiffre, c'est-à-dire que maintenant on est très proche des 10 milliards en 2050, et c'est-à-dire plus de milliards par rapport à aujourd'hui environ. Et dans le taux de progression, c'est le continent africain qui va avoir la plus forte progression démographique. Évidemment, en termes d'alimentation, ça pose de nouvelles exigences dont il faut absolument tenir compte. Deuxième remarque que je ferai, c'est que certes, l'urbanisation continue, mais il faut distinguer l'urbanisation des mégalopoles, c'est-à-dire les très très grandes villes de plus d'1 million d'habitants, et puis le milieu rural et les villes d'importance moyenne. Et si on refait les calculs avec ce chiffre pour 2050, eh bien on aboutit à la conclusion qu'il y aura 1/3 des habitants dans les grandes villes de plus d'1 million d'habitants, mais les 2/3 seront en zone rurale et en zone de villes de moindre importance. Donc le problème majeur, il n'est pas dans les villes, il est dans les campagnes et dans les petites villes. On a fait à Montpellier, dans mon équipe de recherche,
des projections à l'horizon 2050 de l'emploi agricole, avec deux hypothèses. Première hypothèse, en rouge, il y a le mimétisme de l'ensemble du monde sur le modèle agro-industriel, intensif, etc., avec aujourd'hui 2,5% de la population active totale dans l'agriculture. Donc on passerait, selon ce scénario, de 1,3 milliard d'actifs agricoles en 2013 à 107 millions. On divise par plus de 10 la population active agricole. Le défi social n'est pas relevable. Donc c'est une hypothèse qu'il faut abandonner. Il y a beaucoup de partisans qui disent on va imiter les pays du Nord avec leur modèle agro-industriel, etc., pour nourrir tout le monde. Je crois que c'est une erreur de raisonnement profonde. Il faut plutôt se caler sur un scénario de moindre destruction de l'emploi agricole en tenant compte de la nécessaire augmentation de taille pour des exploitations pour des raisons de revenus, mais à ce moment-là, on aboutirait à une division par deux seulement de la population active agricole et ça devient plus gérable au plan de l'emploi total. Ce n'est pas dans l'industrie que l'on aura création d'emplois demain avec la robotisation. C'est dans les activités rurales liées à la biomasse et c'est dans les services. Alors le scénario 1, c'est la poursuite du modèle agro-industriel avec consommation de masse standardisée, artificialisation des aliments parce qu'ils ne sont pas bons pour la santé. C'est donc une stratégie basée sur les volumes, des usines de plus en plus grandes, des exploitations agricoles de plusieurs milliers d'hectares, etc. En économie, c'est donc la concentration. Du point de vue de la gouvernance, c'est la poursuite du phénomène que l'on observe depuis quelques années, la financiarisation et la globalisation de l'économie. Et enfin, on peut remarquer que ce modèle a une faible résilience par rapport aux problèmes, notamment d'épidémie, des problèmes de risque sur les plantes et les maladies, parce qu'il y a trop de concentration de l'activité agricole. Et nous avons également un problème de faible soutenabilité du point de vue social, comme je viens de l'expliquer. Alors, qu'est-ce que nous pouvons proposer, nous chercheurs, comme modèle alternatif? C'est ce que nous appelons les systèmes alimentaires territorialisés. Définir rapidement, faute de temps, il faut changer de paradigme, c'est-à-dire changer de mode de pensée et changer de fondement théorique de nos analyses. Ça signifie qu'on inclut dans les valeurs poursuivies non seulement la valeur marchande, mais les deux autres valeurs du développement durable, c'est-à-dire le social et l'environnement. Deuxièmement, souveraineté alimentaire, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de l'autosuffisance alimentaire, c'est certes un objectif inatteignable pour certaines zones du monde, en particulier malheureusement le bassin méditerranéen, mais en Afrique au sud du Sahara, le potentiel est là. Donc l'objectif de l'Afrique, ça doit être de se nourrir elle-même plutôt que d'importer. La souveraineté alimentaire, ça signifie aussi qu'on réduit la facture alimentaire. C'est 180 milliards de dollars d'importation alimentaire de l'Afrique aujourd'hui. C'est un poids considérable sur les budgets publics. Donc il faut revoir aussi cette façon de procéder. Donc ce qui est préconisé, c'est de faire une stratégie non pas basée sur des volumes, il en faut certes, mais pas autant que dans le modèle précédent, et on fait de la différenciation qualitative avec la qualité nutritionnelle, la qualité culturelle et la qualité sociale de l'alimentation. Enfin, dernière caractéristique, c'est la gouvernance partenariale. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans le registre de l'économie sociale et solidaire que dans le registre des sociétés avec un actionnariat qui est contrôlé par les marchés financiers. Alors, le meilleur exemple que j'ai trouvé, le plus ancien d'ailleurs, c'est ici même en Afrique, c'est les fermes Songhai au Bénin, où vous voyez sur ce schéma que Zamoujo a inventé finalement, ou a plutôt concrétisé l'agroécologie, qui est un concept ancien, en combinant l'agriculture, l'élevage, la forêt, la pisciculture, pour faire de l'agroécologie, mais aussi en complétant par la transformation, c'est-à-dire la valorisation des matières premières agricoles, et par une coopérative de vente des produits des fermes Songhai, utilisant de la main-d'œuvre, notamment féminine. Donc là, vous avez une création d'emplois considérable.
Alors, on se préoccupe en Afrique, mais ça, ce sont des initiatives de la société civile, de cette question de consommation durable et consommation locale. Alors, il y a un frémissement politique, je parle dans le titre, d'innover du point de vue institutionnel, avec ce que fait avec les ODD dont j'ai déjà parlé, avec le pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine, mais je regarde un peu partout dans le monde, y compris dans mon pays en France, je ne vois pas de politique alimentaire durable, ou pas encore. Il y a des pas timides, mais insuffisants. Alors en conclusion, je vais faire 4 suggestions. Ce sont des suggestions de chercheurs, évidemment. Ensuite, il appartient aux décideurs du monde public et du monde privé de suivre ou de ne pas suivre ces recommandations. Alors le premier objectif, c'est la triple qualité dont j'ai déjà parlé. Nutritionnelle, environnementale et sociale. Donc là, nous avons besoin de beaucoup d'ingénieurs. Nous avons besoin d'une innovation scientifique et technologique, mais qui soit guidée par les critères du développement durable et non pas par le critère de maximisation du profit de l'actionnaire. C'est insuffisant. Deuxième recommandation, la nécessité de reconsidérer le modèle économique. C'est-à-dire que le fonctionnement d'une économie basée sur des prix constatés sur les marchés n'est pas suffisant. Il faut que progressivement, il y ait des incitations à intégrer les externalités négatives. C'est-à-dire, si je pollue, je dois payer en tant qu'entreprise, et si je fais du dumping social, je dois aussi payer. Par ce biais, vous avez une modification de l'objectif de l'entreprise. En France, on vient de sortir une loi qui s'appelle Pacte sur l'évolution du statut des entreprises pour introduire dans le statut des entreprises, en dehors de la légitimité de l'actionnaire, eh bien, la considération pour le consommateur et pour l'environnement. Et ça existe aux États-Unis depuis une dizaine d'années, les Benefit Corporations. Repenser la chaîne des savoirs. Là, on est en plein dans le sujet. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit mon collègue précédent sur les savoir-faire tacites, c'est-à-dire l'expérience, l'ingéniosité, comme il a dit, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque nos paysans ont observé le milieu naturel pendant des milliers d'années, ils ont mis au point un modèle technique qu'il faut analyser de façon scientifique et le traduire en itinéraire technico-économique. Ça, c'est les savoirs patrimoniaux. Ensuite, vous avez la multidisciplinarité. Bon, moi, je suis professeur dans une école d'ingénieurs. Je constate que les sciences sociales ne sont pas suffisamment présentes dans nos programmes. Il faut avoir une approche globale d'un phénomène polysémique. Le redéploiement des moyens de R&D, c'est clair. La recherche agronomique est encore sur l'ancien modèle, c'est-à-dire le productivisme, etc. Il faut changer les programmes de recherche, mettre des chercheurs, mettre des budgets de fonctionnement sur l'agroécologie, l'éco-conception des usines, les circuits courts, etc. C'est ça le futur. Bon, et accompagner ça, évidemment, par l'éducation, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, et la formation professionnelle. Et, pardon. Pardon. Oui, alors reconfigurer les échelles de gouvernance, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons un pilotage par les États. Demain, il faut reconfigurer ça dans le sens que ce sont les territoires qui doivent être le foyer, le berceau de la définition de l'alimentation durable. C'est pour ça que nous parlons de système alimentaire territorialisé au nom du principe de proximité, qui est très important. Les populations locales, généralement, ont des diètes qui sont en phase avec leur environnement. Et généralement, ces diètes, du fait de l'observation millénaire, ce que j'ai expliqué, en particulier la diète méditerranéenne, c'est excellent pour la santé. Donc, système alimentaire territorialisé, une consolidation au niveau national, évidemment, et puis une articulation avec le niveau international. Mais nous n'avons pas encore les organisations nécessaires, par exemple, le dispositif de décentralisation de la décision concernant la politique alimentaire au niveau des territoires. Et puis ensuite, il faut le décliner au plan des unions, par exemple pour nous l'Union européenne ou l'Union des États africains, etc. Et puis avoir des forums internationaux qui permettent de coordonner tout ça. Bon, un dernier mot, une dernière diapo pour montrer, si vous voulez, qu'il peut y avoir un mode de conception de la géostratégie différent de celui que nous observons aujourd'hui avec une globalisation tous azimuts.
Ici, c'est une recommandation d'IPMED pour ce qu'il appelle les verticales, avec la coopération scientifique, les entreprises de la coopération économique et la coopération politique. Alors pourquoi on défend à IPMED la verticale? Parce qu'il y a une grande complémentarité, si vous observez les potentiels de savoir, les potentiels de production, les potentiels de consommation, entre les trois volets de Afrique, Méditerranée, Europe, les trois volets de cette verticale. Et pour ceux que ça intéresse, pour approfondir, il y a une publication qui est disponible sur le site internet d'IPMED sur la sécurité alimentaire durable et partagée, Afrique, Méditerranée, Europe. Alors le mot de la fin, c'est Bruno Latour, donc c'est un sociologue et philosophe qui a beaucoup travaillé sur justement le changement de paradigme, etc. Et il dit quelque chose de très profond, c'est qu'il faut faire coïncider la notion de territoire, donc la terre nourricière, avec celle de subsistance.